Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli. Bonjour, bonsoir. Pour ceux qui ont eu l'habitude, qui ont plutôt pris l'habitude de suivre Monsieur Christophe Massamba, qui ne cesse de donner son point de vue par rapport à l'évolution de la situation politique en Afrique, au Congo particulièrement, et surtout en France et ailleurs, disons-le au niveau international. Aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur l'évolution de la situation politique au Congo-Kinshasa. Vous savez, l'actualité est riche. Il y a eu un premier dialogue. Maintenant, on parle de plus en plus d'un deuxième dialogue. Ce deuxième dialogue, qui est une initiative de la CENCO. La CENCO, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo, qui regroupe les évêques de la République démocratique du Congo. En Afrique, nous avons connu en Gambie les élections qui ont abouti au départ du président qui était jusque-là chef de l'État. Il a régné pendant 22 ans. Il s'agit de Yaya Jammeh, il est parti. Monsieur Massamba, président du PCPI, le Parti congolais du progrès intégral, va nous donner son point de vue. En France, Hollande ne sera pas candidat. Et le peuple congolais, le 19 décembre, fin du mandat du président Kabila, tous ces points-là feront l'ossature de notre entretien de ce jour avec M. Massamba. M. Massamba, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir avec ceux qui nous suivent pourquoi le gouvernement Badibanga traîne. Jusque-là, il n'est pas publié. C'est dû à quoi? Vous qui suivez l'actualité, vous qui êtes aussi un homme politique de la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, vous êtes le président du PCPI. Qu'est-ce que le PCPI peut dire à ceux qui nous suivent du fait que ce gouvernement traîne jusque-là? Parce que bon, le fait de nommer le Premier ministre, normalement, c'était pour avoir un gouvernement rapidement. Mais là, on voit que ça traîne effectivement. Ça signifie que le but, la nomination du Premier ministre, ce n'était pas quelque chose de prévu dans l'agenda réel du pouvoir en place. Alors, ce que je peux comprendre, le pouvoir est dans l'embarras. Parce que, en fait, tout revient à la même chose. Au seul préalable, le préalable majeur, qui est le départ de Kabila le 19 janvier et le 19 décembre 2016. Plus la date approche, plus les incertitudes, malgré qu'il y ait des armes et tout, mais plus on sera dans les incertitudes. Alors, même si Badibanga a été nommé Premier ministre, à partir du moment où l'inclusivité n'a pas existé, c'est vrai que le 19 décembre, serait voir Kabila rester au pouvoir dans l'État, même avec un nouveau gouvernement, poserait problème. Alors, s'agit-il là d'une façon pour le pouvoir de rechercher à tout prix l'adhésion de tout le monde à l'idée que Kabila doit continuer, doit glisser? Je crois qu'il faut que je rétablisse quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez parlé de la CENCO. La CENCO a pris l'initiative, certes, de travailler pour ce dialogue-là. Ce qu'on appelle le deuxième dialogue, tant voulu par d'autres. Même moi, j'étais favorable pour un deuxième dialogue. Mais il ne faut pas oublier que la CENCO a été mise dans cette démarche par Kabila. C'est Kabila qui, le fait d'avoir échoué en réalité avec ce premier dialogue, a demandé à la CENCO de faire les bons offices pour aboutir à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Mais le gouvernement Sami Douadi Banga, dont on a prétendu qu'il y a des gens qui auraient apporté des CV pour finalement faire partie du groupe, je ne sais pas, on aura pour la première fois, peut-être au Congo, l'occasion de voir un gouvernement mort-né. Donc, voyons voir, on ne sait pas ce qui va ressortir de ce dialogue. Est-ce que ce dialogue va enterrer Badi Banga? Je ne sais pas, mais dans quelques jours, nous allons avoir la certitude. Ils ont la solution là-bas. Ok. Ils ont la solution. Vous avez tenté d'évoquer cette deuxième initiative de la Cinco qui tend à organiser un deuxième dialogue. Mais pour obtenir quoi? Selon vous, au niveau du PCPI, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? L'objectif, c'est quoi? L'objectif réel de ce deuxième dialogue, nous voulions, par ce deuxième dialogue, faire accepter, d'abord pour aller à ce deuxième dialogue, que les préalables posés au départ, quand il s'est agi d'aller au dialogue, que ces préalables soient quelque part soient considérés, notamment les questions des hommes politiques prisonniers, Oui. Les libertés politiques, les libertés des médias, et puis aussi Les manifestations. les libertés de manifester, et puis la fin du mandat du président Kabila le 19 décembre 2016. Parce qu'aller au-delà de 2016 signifie faire entrer le Congo dans l'incertitude totale. Tout à fait. Donc voilà, ce deuxième dialogue, en fait, si nous l'avons voulu pour au fait réussir à obtenir le départ de Kabila, et puis avoir effectivement les dates des élections, toute l'organisation et l'organisation du pouvoir pendant une période d'intérim, parce que c'est de l'intérim qu'il s'agit. Je le dis bien de l'intérim et non d'une transition, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas jouer sur les termes, parce que quand on parle de transition, c'est qu'on met à l'écart la Constitution. Mais avec l'intérim, c'est la Constitution qui est là, et on travaille avec la Constitution. Et aucun texte ne doit aller au-dessus de la Constitution, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Alors, le dialogue tel qu'il est proposé là avec la Cinco, nous avons vu clairement le rassemblement annoncer la couleur, donner son point de vue de ce qu'il amène comme revendication au dialogue. On voit quelque chose qui ressemble à Kabila, tu peux continuer à glisser, tu peux rester au pouvoir et nous demandons à avoir juste les ministères comme les ministères les plus importants, peut-être la justice, peut-être la défense, comme si les gens dans l'opposition, surtout dans les rassemblements, ne connaissent pas comment fonctionne le pouvoir de Kabila. Où les ministres sont là, juste pour paraître. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir et que la réalité du pouvoir s'exerce à l'intérieur d'un petit groupe autour du président qu'on connaît bien, qu'on appelle des conseillers que personne ne consulte, mais qui sont là pour prendre de vraies décisions. Donc, ministère de l'Intérieur a un opposant. Je ne sais pas s'il aura la capacité de diriger la police nationale. Ministère de... Les renseignements, etc. Et le ministère de la Justice à l'opposition au rassemblement, ou bien à l'opposition tout court. Je ne sais pas s'ils auront la main assez lourde pour sanctionner, par exemple, les bévues de justice, ou bien diriger la main du procureur sur quelque chose, ou qu'est-ce qu'ils vont... Je ne sais pas. C'est lui qui a nommé les magistrats, les hauts magistrats, la Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle, tout ça, ça fait partie de l'appareil judiciaire. Alors, on comprend mal comment les postes régaliens, comme on tente de les dire du côté de l'opposition, et surtout, moi, j'insiste beaucoup sur les rassemblements, parce que, au fait,
il fallait que les rassemblements acceptent pour qu'il y ait ce deuxième dialogue. Ce deuxième dialogue au format qui est celui proposé par la Cinco. Donc, c'est le rassemblement finalement qui fait la réalité de ce dialogue. En réalité, tous les autres ne font que de l'apparence. C'est le rassemblement face au pouvoir qui se font face, et au sortir du dialogue, nous aurons quelque chose, peut-être que le peuple va rejeter. Moi, je le dis tout simplement parce que on voit déjà la couleur annoncée. À partir du moment où on a vu la proposition du rassemblement, que Kabila doit glisser, et que ce qui les intéresse, c'est la primature, les ministères régaliens dont on parle souvent, qui sont des coquilles vides en réalité. Donc je vois que ce dialogue-là, c'est pour ne rien obtenir du tout. Nous allons faire comme disaient les musiciens congolais, on va rond-point encore de nouveau. Oui, on va rond-point encore de nouveau. J'ai vu la liste des participants à ce dialogue initié par la Cinco. Apparemment, la dynamique de l'opposition n'a qu'un seul représentant. Vous faites partie de cette dynamique. Qu'est-ce que vous pensez de la représentativité à ce dialogue initié par la Cinco? Ça signifie tout simplement que ceux à qui on avait fait confiance, qui étaient les grands dirigeants de la dynamique, les animateurs de la dynamique à Kinshasa, n'ont pas réussi leur mission. Comment la dynamique qui était le mouvement, qui avait qui avait tous les crédits devant la population, la dynamique qui avait permis à la population d'avoir une victoire en janvier 2015 pour que la loi électorale ne soit pas modifiée, et la dynamique qui avait réussi tout pour se faire pour devenir incontournable, jusqu'à ce que Genval aura besoin de la dynamique pour arriver à faire comprendre que l'opposition existe réellement. Et cette dynamique-là n'a qu'un seul délégué, et on voit un parti comme le MLC, avec beaucoup de délégués, l'UDPS avec beaucoup de délégués, et la dynamique de l'opposition avec un seul délégué. C'est une injustice. Où sont passés les Matungulu? Où sont passés les Fayoulou? Moi je dis que l'erreur, on va le dire, ce sont nos frères. Nous allons dire que c'est une erreur qu'ils ont commise, c'est de prendre tous les poids qu'ils portaient sur leurs épaules ou sur leur tête, de poser ça sur la tête de Tshisekedi. Hein? Oui, Monsieur Massamba, l'avenir pourra nous dire si vos propos sont en leur caractère véridique, ou c'est ceux qui sont dans ce dialogue-là qui vont nous dire la vérité. Vous venez de donner un point de vue qui est pertinent. Nous avons vu comment les gens se sont mobilisés à travers la dynamique. C'est déplorable de voir que dans cette grande réunion qui réunit un peu la classe politique congolaise, que la dynamique qui a joué un rôle historique important ne soit représentée que par une seule personne. Je vais encore faire un petit commentaire là-dessus. Vous savez pourquoi la dynamique est torpillée comme ça, éclatée, bombardée? Oui. Tout simplement parce que c'est le mouvement qui était le plus fort, le plus sûr. Il fallait l'abattre. Parce que sans la dynamique, telle que la dynamique existait, Kabila avait les plus grosses facilités pour poursuivre son chemin. Ok, alors d'un sujet à un autre, nous allons aborder la situation toujours en Afrique, dans la même foulée des élections. On a vu en Gambie le président Yahya Jammeh qui a organisé les élections.
Il a passé 22 ans à la tête de ce pays. Mais curieusement, il a accepté le verdict des urnes. Il a passé le pouvoir à son opposant, à son adversaire. Qu'est-ce que ça vous inspire au niveau du PCPI? Bon, ça vient déjà de démentir un point de vue très souvent dans la tête des Congolais, qui se prennent souvent pour les plus grands, surtout en politique, que quand on organise une élection, c'est pas pour la perdre. Ouais. Non, on organise des élections parce que les élections sont indispensables pour le fonctionnement des nations, pour le fonctionnement de la démocratie. Et si on perd une élection, c'est tout à fait normal qu'on soit organisatrice d'une élection, pardon, organisateur d'une élection, que l'on ne soit pas l'organisateur, on peut, si le peuple donne son aval, si le peuple vous donne la possibilité de passer, vous passez. Et c'est ce qui est arrivé avec Yahya Jammeh. Je crois savoir que Yahya Jammeh a voulu aussi ne pas tenir compte des résultats des élections, comme ça se fait d'habitude dans nos pays. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Peut-être aurait-il eu des pressions sur lui pour qu'il lâche l'affaire, et il a finalement lâché. Mais là, il n'est pas en prison. Il doit être chez lui. Peut-être qu'il y aura des procès avec tout ce qui s'est passé, mais est-il que c'est un acte que nous devons saluer. C'est une grande avancée démocratique pour tous les continents que nous devons saluer. Un pays comme ça, personne ne s'attendait à ce qu'un monsieur comme Yahya Jammeh, qui était considéré parmi les plus grands dictateurs de ces derniers temps, mais qui a lâché le pouvoir. Kabila ferait bien de s'en inspirer. Et aussi le Congo d'en face, Sassou Nguesso. Dans la même foulée, monsieur le président du PCPI, président Christophe Massamba, ce qu'on attendait en Afrique, c'est-à-dire en Afrique centrale, hein, je vois le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, je vais dans les Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, bien que comparaison n'est pas raison. Le président français Hollande a décidé de ne pas être candidat, alors qu'il avait droit à un deuxième mandat. Il ne sera pas candidat. Là où on attendait que Kabila ou Museveni, Kagame, le président burundais, comment il s'appelle, Nkurunziza se retire, il ne se retire pas. Hollande a décidé de ne pas être candidat. Vous qui faites la politique, vous qui suivez l'actualité au niveau national, international, ça vous inspire quoi, cette décision d'Hollande de ne pas être à la course? Bon, d'aucuns dira toujours que c'est dû à son impopularité. Il a vu qu'il y avait une impasse pour son avenir, ou bien perdre au premier tour. Mais quelque part, je dirais que c'est une leçon aussi de la démocratie. Quand on sent qu'on n'est pas populaire, on peut prendre des décisions. Et la décision qui a été prise par le président Hollande, c'est une décision à saluer. C'est un exemple que les Africains doivent suivre. Un président comme Kabila, par exemple, il est très impopulaire. Il n'est populaire que par la RTNC, il n'est populaire que par les jeunes du PPRD, il n'est populaire par ses ministres qui font de la communication. Mais il se maintient. Mais il se maintient. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça que j'ai vu dans un article une personnalité du régime Kabila dire que Hollande n'est pas leur exemple. Je dirais que Hollande devrait être leur exemple justement. Parce que la politique, que les Congolais le comprennent bien. Quand on est en politique, c'est pas quand on est responsable politique, c'est pas forcément pour aller prendre le pouvoir à n'importe quel prix. Je crois que les appareils politiques sont nécessaires pour la fondation des nations, parce que ce sont des formes d'institutions qui permettent aussi l'instruction du peuple. Ce sont les partis politiques quand même qui sont là pour faire l'éducation
de comment la démocratie ou la politique d'un pays doit se gérer. Sinon, si c'était que pour prendre le pouvoir pour le pouvoir, il n'y aurait plus qu'un seul parti, parce qu'on ne peut pas être plusieurs partis, chacun sûr de prendre le pouvoir. C'est pour ça que je dirais, ce qui s'est passé avec François Hollande est un exemple qui doit suivre nous les Congolais, qui doit suivre Sassou Nguesso, qui doit suivre Kabila et les autres. Je viens de voir que le président de l'Angola ne sera pas candidat. Il a fait plusieurs mandats. Il ne sera pas président à vie. Je le salue, M. Dos Santos. Vous ne serez pas président à vie. Vous avez vraiment notre sincère félicitation. Pour revenir à notre sujet du jour, la préoccupation qui est la nôtre, celle qui prévaut en République démocratique du Congo. Le 19, c'est dans quelques jours. Vous savez que ce 19 consacre la fin du mandat du président Kabila. Au niveau du PCPI, qu'est-ce que vous demandez au peuple de faire par rapport à cette date-là? Bon, nous demandons au peuple de ne pas accepter le maintien du Kabila au-delà du 19 décembre 2016. Tout simplement parce qu'il y a 2 mandats, et 2 mandats se terminent le 19 décembre 2016. Aucun texte. Nous avons voté la Constitution en 2015. Cette Constitution a été modifiée pour les besoins du pouvoir. Il a été modifié pour passer à un seul tour. Là aussi, je dois m'insurger sur les 2 tours de la présidence, mais ce sera un autre sujet. Parce que les 2 tours de la présidence, ça signifierait qu'on aura une personne qui va incarner un projet, et non pas ensemble d'un groupe de personnes, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, pour un candidat unique de l'opposition ou de la majorité. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais pour revenir à la question que vous venez de poser, c'est vrai, le 19 décembre, c'est la date butoir. Cette date-là va consacrer la fin du mandat, et il n'y aura plus de président en RDC. Il n'y aura plus de président. Parce que le mandat du président s'arrête. Rien ne peut changer ça. Alors, le dialogue, qui est le deuxième dialogue, je crois que si le rassemblement veut se ressaisir, le texte qu'ils avaient produit, le texte qu'ils avaient donné à la Cinco, n'est pas suffisant. Il faut dire précisément que le 19 décembre, il y a un intérim qui doit être mis en place, et que la discussion qui doit prévaloir dans ce dialogue doit être la discussion par rapport à la gestion de cette période d'intérim, et non pas Kabila qui serait là, parce que le Congo n'a pas besoin de quelqu'un qui a échoué pour organiser les élections. Bon, là je parle d'échouer, mais non, il n'a pas voulu organiser les élections parce qu'il est tellement assoiffé de pouvoir, ou alors il veut tellement rester là parce que les agendas, nous connaissons la République du Kivu, la partie qu'on voudrait démembrer pour les rattacher, en tout cas le faire contrôler par le Rwanda et l'Ouganda. Cette histoire-là est très bien connue. Et ce Kabila n'essaye pas de durer pour concrétiser tout ça. Ça doit rentrer dans la tête des Congolais. Tous ceux qui sont en train de suivre les affaires du Congo, tous ceux qui sont à l'intérieur du dialogue, ils doivent avoir dans leur tête l'histoire du dépeuplement à l'Est, l'histoire de la guerre à l'Est, qui a pour seul but, seul objectif, le démembrement de la RDC, créer une grande république. Certains appellent République des Grands Lacs, d'autres République des Grands Kivu, il y aura peut-être d'autres noms, mais ce qui est clair, c'est que ce qui se passe là-bas n'est pas innocent par rapport au maintien de la volonté de vouloir se maintenir le Kabila. Donc pour nous, nous disons que nous sommes au temps du peuple, nous ne sommes pas au temps des dialogueurs, nous ne sommes pas au temps de la Cinco, nous ne sommes pas au temps du rassemblement, nous ne sommes pas au temps du MLC, nous ne sommes pas au temps du G7, nous ne sommes pas au temps du AR, mais nous sommes au temps du peuple. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Et ce peuple, se prendre en charge signifie utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition
qui sont à notre, utilisons tous les moyens, moi y compris, qui sont à notre disposition pour que Kabila ne soit pas président à partir du 19 décembre 2016. Voilà. Monsieur Massamba, président du PCPI, on ne saura terminer notre entretien sans aborder la disparition d'une grande figure qui a fait presque l'histoire du XXe siècle. Je voudrais ici faire allusion à l'ancien président de la République de Cuba. J'ai cité Fidel Castro. Castro vient de partir, tout le monde s'est prononcé. J'aimerais savoir, vous qui êtes un homme de gauche, qu'est-ce que la politique de Castro, qu'est-ce que vous gardez comme bienfait de sa politique par rapport à l'Afrique, par rapport à la lutte que vous continuez à mener aujourd'hui? Fidel Castro, pour moi, il est le symbole de la lutte politique, symbole universel de la lutte politique. Je dirais même quelque part, pour moi, Christophe Massamba, c'est comme si l'espagnol devenait la langue par excellence de la révolution. Parce que dans le monde, on n'a jamais vu, à part ce qui s'est passé avec Cuba, un pays aussi petit, minuscule, île, entouré des pays hostiles, résister comme ça, en face des États-Unis. Et aussi exporter la révolution. Il y a eu l'exportation de la révolution. Nous, Congolais, nous devons nous rappeler de Cuba. Je sais qu'il y a eu des problèmes, Fidel Castro, Che Guevara, etc. Mais si Che Guevara est arrivé chez nous au Congo, c'est parce qu'il y avait Cuba. Il y a cette école de Cuba, l'école de la résistance, l'école de la révolution cubaine qui est arrivée chez nous. Ils ont voulu soutenir les mouléristes. Ils ont soutenu la lutte du côté de l'Est. Mais il faut comprendre, Laurent Désiré Kabila n'avait que les 25 ans, c'était des petits jeunes. Ils ont laissé leur vie là-bas. Voilà. Beaucoup sont morts là-bas. Ils sont morts, très nombreux. Alors, pour que le peuple congolais devienne libre, que le Congo devienne réellement indépendant, ça il faut le souligner. Bien sûr. Alors nous avons aussi l'exemple de après avoir réussi sa révolution à Cuba, ils ont tout fait pour essayer d'aider tous les pays du tiers-monde, d'accompagner les pays du tiers-monde qui étaient dans la recherche. Moi j'ai vu, quand je vois Amilcar Cabral à côté de Castro, quand je vois Neto à côté de Castro, quand je vois Sam Nujoma à côté de Castro, je vois même à côté du Che, Kabila, Laurent Désiré Kabila à côté du Che, j'ai vu Hirodia qui était à côté du Che. Donc, Cuba a été une école. Et cette école a été incarnée par Fidel Castro. Et puis pour couronner tout ça, nous avons connu l'Angola. L'Angola a connu une guerre atroce. 25 ans de guerre face aux armées soutenues par les États-Unis, mais qui ont tenu la tête. Même là où les Russes n'ont pas complètement réussi, c'est Cuba qui est venu réussir la fin de la guerre en Angola. Et en plus, ce qui est encore le sommet même, là où je lui tire mon chapeau, là où je dis que Castro finalement c'est un grand Africain, même s'il est de la peau blanche, même s'il est de Cuba, mais c'est Castro l'Africain, tout simplement parce que c'est lui qui a eu raison de l'apartheid en Afrique du Sud. Absolument. Et si Mandela a pu être libéré, c'est parce qu'il y a eu des accords de la fin, les accords qui ont mis fin aux difficultés des guerres en Angola avec la bataille de Quito, la bataille de Quito. Et c'est là, avec l'engagement du dialogue, des négociations, que les Cubains se sont imposés dans les négociations. Et dans leur travail dans ces négociations,
ils ont pu obtenir ce que même l'ANC ne pouvait pas obtenir par la guerre. Par toute la lutte de l'ANC, ça a été impossible, mais Cuba a réussi de le réussir. C'était la fin déjà de la colonisation de la Namibie, donc obtenir l'indépendance de la Namibie, ensuite la libération de Mandela avec la fin de l'apartheid. Voilà, raison pour laquelle d'ailleurs, le premier voyage pour la sortie de Mandela a été Cuba. Tout le monde l'a suivi. Maintenant, on peut parler de Cuba comme dictateur, Cuba avec les problèmes des droits de l'homme. C'est vrai. Tout ça, c'est une réalité. Mais les réalités des dictatures et des questions des droits de l'homme, on les retrouve dans tous les pays qui ont eu à faire face à des grandes puissances qui étaient là aussi pour manipuler des opposants pour leurs propres intérêts, surtout au lendemain des indépendances. Ce que Cuba a vécu, si Cuba n'était pas une dictature, je crois que l'Angola n'aurait pas pu être libéré. Si Cuba n'avait pas été une dictature, ce n'est pas pour ça que j'encouragerais les dictatures, mais il n'y aurait pas eu cet équilibre-là. C'est un peu l'histoire de la guerre froide avec deux forces qui voulaient se maintenir en équilibre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc Cuba a été comme un outil de ce chantage-là entre les deux blocs. Il y a la formation des médecins africains à Cuba, il y a l'envoi de ces médecins en Afrique, Ebola et consorts. Ça, c'est un aspect positif qu'on peut dire malgré l'embargo, malgré la fermeture de Cuba, ils ont eu des avancées. D'ailleurs, on va saluer Castro parce que beaucoup de dictateurs, dans ces conditions-là, ne résistaient pas, mais Castro est mort. Un dictateur aimé par son peuple. Ouais, il a été dictateur, c'est vrai, pour ceux qui n'ont eu comme possibilité que de fuir parce qu'ils s'opposaient au pouvoir et que la démocratie, qui dit démocratie à l'époque, si Cuba appliquait la démocratie, c'est les États-Unis qui devaient reprendre la main sur Cuba avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc je crois que de ce point de vue-là, dictature ou pas dictature, on voit les dictatures, même les pays coachés par les États-Unis comme le Panama, on a eu Noriega qui était installé par les États-Unis au pouvoir à Panama, mais qui était dictateur. Le président Massamba, je peux vous donner un exemple qui est clair. Fidel a passé plusieurs années à la tête de Cuba. On dit qu'il est dictateur. Il n'avait pas le soutien de l'Occident, des grandes puissances. Je prends le cas du Congo. Mobutu a fait plus ou moins 35 ans de pouvoir, 32 ans. Lui, dictateur, soutenu par l'Occident. Mais on fait la comparaison. Les dictatures sont très souvent soutenues par les grandes puissances, mais une dictature qui n'a pas le soutien des grandes puissances, qui résiste quand même dans le temps quelque part, ça veut dire que le consentement du peuple, il y en avait dans le pouvoir de Castro. Oui, je veux dire que Castro a réussi avec Cuba. N'eût été l'embargo, Cuba serait un État moderne aujourd'hui. N'eût été les difficultés économiques et même les difficultés sur le plan sécuritaire, Cuba serait un autre pays. Mais ce qu'il a pu nous montrer, c'est là où il y avait possibilité de faire quelque chose, et Cuba l'a bien fait. Il a bien fait l'éducation, il a bien fait une politique de santé, il a aussi fait une politique sociale, il ne faut pas l'oublier. Il y avait peu à manger, mais ils se sont partagés à manger équitablement. Et aujourd'hui, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan... Là où ils avaient la possibilité de faire des choses, ils l'ont bien fait. Ils ont bien mieux fait que le reste du continent, enfin, ceux qui étaient en Afrique, dirigeants soutenus par l'Occident. Si nous voulons voir que Cuba c'est autre chose, comparons avec Haïti. Si nous regardons Haïti, avec Cuba, dans les mêmes conditions, nous allons saluer Castro. Voilà.
Merci, Monsieur Massamba, président du PCPI. Nous allons continuer notre entretien dans les semaines qui viennent, toujours en suivant l'actualité. Merci. Je vous en prie. Afrika mobimba e, tokangi maboko, tozali kotala e. Bana basili na kokende, bana basili na kotekama e, na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Kongo na Pan-Afrika baleli. Oh, Medi Ben Baka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara, Medi nzela na yo ya Malcolm X, Medi nzela na yo